Salut les Herpers, on est à nouveau en live au Boïdé 2021 chez Reptiline. Donc je vais parler un peu fort puisqu'il y a du monde et ça fait du bruit. Donc là je vous fais un focus sur les pitons indonésiens et australiens que nous présentons pendant tout ce week-end dans le magasin. Donc on va commencer par les pitons indonésiens. On a de très beaux spécimens, notamment je vais vous montrer un mâle adulte de python de Savu, donc le Yasis savuensis. Donc ça c'est vraiment un python indonésien qui est vraiment excellent. On a fait un airword qui parlait du genre Yasis il n'y a pas longtemps. Et donc là c'est un mâle adulte, vous voyez, donc un Yasis de petite taille. Lui il a gardé pas mal de, je vais vous montrer après des juvéniles parce qu'on a la chance d'avoir 2 femelles juvéniles aussi. Donc lui il a gardé pas mal de orange, il est bien moucheté. La femelle est beaucoup plus marron si on la compare et on voit bien l'œil blanc très spécifique et très représentatif des Yasis savuensis. Donc c'est un animal qui est vraiment très rare. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà parce qu'il vit sur une toute petite île en Indonésie, l'île de Savu, et qu'il y en a très peu d'importés, de moins en moins d'ailleurs, et il y en a un petit peu en reproduction en captivité, mais il n'y a pas énormément d'éleveurs qui en reproduisent, malheureusement, parce que c'est un animal qu'il faut vraiment garder précieusement, oui, il faut que je parle plus lent, donc garder précieusement en captivité, bien les reproduire, parce que ça va être très rare dans le futur, et c'est un python qui est vraiment excellent. Pour il a plein de caractéristiques. Déjà sa taille qui est vraiment pas très grande puisque la plupart des spécimens font 1m30, 1m50. Là c'est un spécimen qui est en captivité depuis longtemps mais qui avait été prélevé et vous voyez ils sont vraiment super cool. C'est vraiment des animaux qui n'ont pas le réflexe de se défendre en mordant. Bon, les jeunes sont un petit peu plus sur la défensive et quand ils stressent, ils ont la particularité de serrer quand ils sont sur le bras comme ça. C'est assez marrant. Et c'est des très bons mangeurs, ils sont plutôt nocturnes. Et donc là, on a la chance d'avoir un couple adulte et 2 jeunes femelles. Donc je vais vous montrer les jeunes. Donc un animal qui a une très grosse force de constriction comme tous les Liasis, tous les pitons du genre Liasis. Hop, je vais le remettre dans son emplacement. Voilà, et je vais vous montrer une petite femelle née en captivité qui est vraiment magnifique. Et la particularité des pitons de Savu, c'est que quand ils naissent, ils sont orange. Donc ils sont complètement orange, la tête un petit peu marron. Et en fait, il y a un véritable changement photogénique qui a lieu soit à partir de l'1 an et demi, 2 ans, ça dépend des spécimens. Il y en a qui gardent comme ce mâle-là plus de couleurs que d'autres. Alors, regardez comme elle est magnifique. Là, elle commence à tourner vers le marron. Hein. Elle est bien mouchetée du coup, bien orange. Et on voit donc une langue bicolore, un œil bien blanc. Et vraiment, bon, bah, vraiment la morphologie typique des pitons du genre Liasis. Donc quand ils sont jeunes comme ça, bon, étonnamment les jeunes nés en captivité des fois sont un peu sur la défensive. Mais vous voyez ils se calment très vite. Ce qu'il faut c'est éviter de leur faire face, de leur faire peur au début. Et après ils deviennent super cool et tous les adultes sont vraiment super cool. Voilà, donc là c'est des animaux qui ont 1 an maintenant et qui mangent très bien, ont très bien évolué. Donc tant qu'on est dans la famille des Liasis, je vais vous montrer un autre Liasis. Liasis macloti. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces Liasis, on a fait une émission complète Airport que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et là, donc on a un Liasis macloti. Donc pareil, toujours un animal qui vient d'Indonésie,
donc sur l'île de Flores. Alors ces animaux, là l'œil il est vachement cuivré. Alors sur les Liasis on a toujours beaucoup de reflets au niveau de la peau. Hein. Et là on a des flancs hyper mouchetés. Et donc le nom vernaculaire anglais c'est Flected Python, donc python moucheté. Voilà, on comprend pourquoi. Donc là on est sur une espèce qui devient beaucoup plus grosse à taille adulte, hein, puisqu'on est sur une espèce qui est entre 1m80, 2m50, il peut y avoir des spécimens jusqu'à 2m70, plutôt des femelles en général. Donc vous voyez, ils sont très alertes, hein, dès que ça bouge autour, c'est des serpents qui ont une excellente vue, qui sont vraiment très intéressants au niveau du comportement et qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc là, c'est que des spécimens qui sont nés en captivité. Hein. Heureusement, il y a pas mal d'éleveurs, enfin il y a quelques éleveurs qui les reproduisent et c'est super. Donc c'est vraiment des animaux à élever et reproduire, surtout en captivité. Un peu plus dur. Voilà. Donc là pour les pythons indonésiens, tant qu'on y est, je vais faire un petit détour, on va aller à l'opposé au niveau morphologie et je vais vous montrer un python curtus donc, qui est originaire de Sumatra, de l'île de Sumatra, on ne le trouve que sur cette île et donc là c'est la forme qu'on appelle blackhead, donc c'est des animaux vraiment magnifiques parce que plus ils grandissent, plus ils deviennent foncés et l'œil devient hyper orange. Donc ils sont en général super cool, en fait ils sont peureux au départ. C'est un animal terrestre donc il faut le prendre vraiment bien par en dessous. Donc ça c'est des animaux que j'élève depuis très longtemps en fait. J'en ai élevé beaucoup à une époque, des pythons curtus. La première souche qu'on a eue était une souche qui venait des États-Unis à la base de chez Dick Goergen de New York, qui avait été élevé en Angleterre par mon mentor Frank Scofield. Et voilà, j'en ai reproduit pendant longtemps, ils sont magnifiques. On peut avoir plusieurs colorations différentes. Donc là, on est sur un spécimen qui est hyper mélanique, avec une tête super noire. Et on a des spécimens qui ont la tête plus grise, qu'on appelle Chrome Head, qui sont de la même localité. Et après, sur Sumatra, on a une autre forme de curtus qui a la tête jaune, qu'on appelle donc Yellowhead. Donc voilà. Et ce qui est intéressant de remarquer, alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, si on fait un gros plan, c'est que la langue elle est bicolore. Quand il tire sa langue, là le bout est noir et l'arrière est rouge. Voilà, et ça fait vraiment de très beaux animaux, hyper black pour le coup, là, sur ces souches-là. Donc on a plusieurs spécimens de disponibles. Voilà, et on va faire une petite transition de l'Indonésie à l'Australie grâce à un petit Morelia spilota variegata, mais là pour le coup pas indonésien, pas australien, mais indonésien, donc ce qu'on appelait à l'époque les Irian-Jaya. Hein, donc on les trouve au sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc là où à l'époque ça s'appelait Irian-Jaya, maintenant c'est la Papouasie. Et en fait ils ont une robe au départ quand ils naissent, ils sont très orange, exactement comme les variegata du nord de l'Australie qu'on trouve aux alentours de Darwin. Donc là c'est un juvénile, il est en train de tourner de sa couleur orange de juvénile à un brun orangé. Alors il y a certains spécimens qui gardent une fois adulte énormément de orange sur les flancs. Donc ça c'est pareil, c'est très beau Morelia spilota. Ça devient pas très grand une fois adulte, c'est pas un des gros Morelia spilota comme le McDowelly par exemple. Celui-ci on est plus aux alentours de 1m60, 1m70. Il n'était pas présent en captivité avant les années 90. Moi, la première fois que j'en ai eu, c'était des sauvages donc importés d'Indonésie parce qu'il n'y en avait pas encore nés en captivité. Et j'ai mis 5 ans à les acclimater avant d'avoir des jeunes, une naissance de jeunes. Et c'est vraiment un très beau Morelia si vous êtes fan de python tapis.
Voilà, donc on va enchaîner sur les pitons tapis pour partir là pour le coup en Australie. Et on avait pas mal de différentes localités de chenilles pour une fois à vous présenter. Ça c'était vraiment cool. Donc on avait des localités que l'on trouve assez rarement. Donc une localité qui est noire et jaune, comme vous pouvez souvent le voir chez les chenilles, mais les chenilles ne sont pas que noires et jaunes. Donc alors là malheureusement pour le boïdé elle était en mue, mais c'est une femelle de la localité Tully. Voilà. Et bon, là, elle est vraiment dans le bleu, hein, c'est-à-dire quand on dit dans le bleu, c'est-à-dire qu'elle a les yeux bleus parce qu'elle est vraiment dans le pire moment de la mue. On le voit aussi sur la ventrale que c'est bleuté, mais sinon elle commence à être super jaune parce que là, elle commence son changement ontogénique. En fait, elle est de l'année dernière, donc elle arrive sur sa première grosse année, donc elle commence vraiment à prendre à fond de la couleur. Une des particularités des tulips, c'est que souvent ils sont bien lignés sur le dessus, les ocelles sont bien rassemblées et sur les côtés, ça peut être assez moucheté et tout. C'est vraiment classe. Et si on compare, après je vais vous montrer un juvénile d'une autre lignée noir et jaune, mais US. Je vous montrerai le père. Vous verrez, il y a un changement qui est assez frappant au niveau des couleurs. Mais les chenilles, ce n'est pas que noir et jaune. Là, j'ai une autre localité à vous montrer. Attendez, je la remets. Voilà. Et je vais vous montrer une autre localité qu'on appelle Julaten. Voilà, et ça, c'est du pur chenille. Sauf que c'est pas une coloration noir et jaune. Il faut savoir que dans les aires de répartition des chenilles, tous ne sont pas noirs et jaunes. Il y a des localités qui sont plutôt vert olive, un petit peu brune, notamment la localité Kunanara. Et là, c'est Julaten, c'est très rare d'en trouver en Europe. Donc une robe un peu grise et marron clair. Donc voilà, si vous êtes vraiment des amateurs de chenilles et que vous voulez avoir des localités un petit peu différentes et des colorations un petit peu différentes, on a un couple de Julaten. Vous pouvez remarquer le dessin de la tête qui est vraiment bien marqué. Alors il y a un truc chez les chenilles qui est assez reconnaissable malgré la couleur. C'est le trait, vous voyez, qui part du bout du nez, en fait, qui part de la narine et qui traverse l'œil jusqu'à l'arrière de la tête, qui est souvent ininterrompu, ce qui n'est pas le cas d'autres Morelia spilota. Ça, c'est vraiment un truc des chenilles. Donc, une très belle localité qui est différente de la noire et jaune, mais qui est, moi, je trouve vraiment super intéressante. En plus, avec un patron vraiment sympa, des lignes sur les côtés et tout. Vraiment une très belle localité. Et là, du coup, je vais vous montrer nos petits bébés qui sont nés cette année ici chez Reptiligne. Donc là, c'est une lignée. Voilà, avant la première année, un chenille, c'est jamais jaune. Hein, même les pires chenilles jaunes ne sont pas jaunes pétants. Hein, ils naissent, ils sont gris et noirs comme ça. Mais là, on voit déjà qu'il y a de la coloration alors qu'ils sont vraiment tout petits. Un super dessin. Et je vais vous montrer le père. J'ai juste demandé... Tu peux me ramener le papa chenille? Il est au fond, ouais. Voilà, je demande à Laurine de... Voilà, parce que je voudrais vous montrer un petit peu le changement déjà de taille et de coloration entre un juvénile comme ça et un adulte. Alors quand ils sont petits, ils sont vraiment vachement sur la défensive, ils ont peur. Si vous les agitez comme vous agitez comme ça devant, voilà, ils vont taper. Par contre, si vous n'avez pas peur et que, voilà, comme d'habitude, hein, je vous dis, les serpents ne mordent pas, c'est les gens qui se font mordre. Lui, c'est normal, il est tout petit, il a peur de moi parce que je suis un gros prédateur. Donc là, je le mets en alerte. Voilà, ça c'est une position de défense typique avec la bouche qui reste ouverte. Vous voyez, la bouche ouverte comme ça. Voilà, donc là, il est en état d'alerte à fond. Donc moi, mon rôle,
ça va être de le calmer à chaque manipulation, d'y aller à la cool. Bon là, j'ai fait un peu exprès de l'énerver pour vous montrer comment ça réagit, pour vous montrer qu'en fait, avant il était cool parce que je l'ai abordé à la cool. Donc au fur et à mesure, on va le détendre. Et au fur et à mesure, il va se détendre. Et voilà. Et là, on a son papa. Voilà. Vas-y, avance un peu. Hop. Vous voyez. Alors déjà, regardez la différence de taille hein, d'un bébé de l'année. Voilà, au bout de 3-4 ans, il aura déjà cette taille pour vous dire que la croissance des Morelia est quand même, des Morelia spilota chenille est quand même impressionnante. Bon, c'est la même chose pour tous les Morelia spilota. Et vous voyez, quand ils sont gros, après ils se calment vraiment à fond. Particulièrement si vous avez fait ce qu'il faut pour les désensibiliser quand ils étaient jeunes. Et donc vous voyez, le changement de couleur est vraiment... Le changement de couleur est vraiment très important. Et cette souche, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est une souche que j'ai depuis vraiment longtemps, depuis le début des années 2000, qui a priori venait des USA. Et donc j'avais revendu certains de mes, enfin quasiment tous mes reproducteurs, et j'ai pu en retrouver. Un ami m'en a recédé et voilà, et ce qui est intéressant c'est le côté vraiment très noir et bien jaune, donc ça vous le retrouverez si vous voyez ce bébé dans un an, il sera de plus en plus noir et jaune comme son père ici présent. Donc voilà, je vous le remontrerai tout à l'heure quand on fera l'animation sur les, voilà, comment le nourrissage des boïdés. Donc vous voyez, l'erreur à pas faire, c'est, voilà, là il a tapé parce que je l'ai regardé, j'ai rapproché ma tête. Évidemment, lui il voit mes yeux et ça lui fait peur. Donc quand vous avez un petit Morelia qui est en alerte comme ça, il faut surtout rester hyper cool. Voilà, même si des fois il vous mordille un petit peu, mais c'est rien du tout. Et surtout, éviter de l'affoler avec des mouvements autour. Et pour le sortir de l'état d'alerte, en fait, il faut lui faire penser à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut l'attirer avec autre chose. Et là, dès qu'il commence à se mettre en mouvement, il y a la langue voilà, qui commence à se tirer bien comme il faut. Là, il est plus en déplacement. Et si vraiment il est trop en feu, je vais l'attirer vers autre chose, vers un support. Et du coup, il va plus penser à grimper sur le support qu'à ma présence. Et du coup, il va se détendre. En fait, c'est les 4 étapes en fait, qu'on doit faire quand on manipule un serpent. Il y a l'approche. Alors, quand je dois aller le prendre, si par exemple je le pose, bon là, évidemment, il va grimper. Mais si je lui fais face, voilà, et qu'il se met en position de défense, en fait, pour aller chercher, j'y vais la main bien à plat. Hop. Et je le prends, voilà, pas en dessous. Donc il y a l'approche, il ne faut pas retirer sa main, il ne faut pas avoir peur. Ensuite il y a la prise en main, ça c'est la deuxième étape. Ensuite il y a, là ce que je suis en train de faire, c'est la sortie de l'état d'alerte. Et une fois qu'il est sorti de son état d'alerte, après on a la dernière étape qui est la désensibilisation. Désensibilisation, c'est dur à dire. On va aller toucher des endroits qui sont un petit peu plus sensibles, comme la queue ou le premier tiers du corps. Le premier tiers du corps chez les Morelia, c'est un endroit réflexe où il ne faut pas aller mettre les doigts au départ parce que c'est un endroit qui déclenche la constriction. Voilà, et éviter de lui faire face au maximum et l'occuper avec quelque chose, et au bout d'un moment, voilà, il va se remettre à se détendre. Et ça c'est vraiment les quelques premiers mois. Après ça leur passe vraiment vite, surtout si vous avez les bonnes attitudes, voilà, et que vous le laissez se calmer gentiment. Donc on va le remettre dans sa boîte. Voilà, et on va continuer dans les Morelia australiens, pur australiens, qu'on trouve qu'en Australie, avec le Morelia Bradley. Donc là en plus c'est des Bradley très spéciaux. Déjà le Bradley à la base c'est un animal qui est un petit peu spécial pour plein de raisons. Mais cela particulièrement. Donc le Morelia Bradley, il vit dans le centre rouge de l'Australie. C'est un endroit qui est vraiment très particulier parce qu'en fait il peut y faire très chaud pendant l'été, et l'hiver il y a des nuits qui quasi gèlent. Donc en fait il y a des différences de température super importantes. Donc c'est pour ça que cet animal est quand même assez résistant. Hein. Les Bradley en général ça vit super bien, c'est rarement malade.
ça mange super bien. Et c'est des animaux qui aussi se reproduisent très bien. Donc à l'époque, je pense avoir eu les premiers Bradley en France, donc à la fin des années 90. C'était quasiment introuvable parce que c'était de la faune australienne. Et mon premier couple de Bradley, je l'avais payé 44 000 francs à l'époque, c'était les francs. Donc c'était extrêmement difficile et rare à avoir. Et on ne savait pas grand chose de ce python. Donc on ne savait pas si ça se reproduisait bien, si c'était délicat ou pas. Et finalement, c'était pas délicat. Voilà, parce que en fait l'appareil lui fait peur, lui fait face, donc je vais faire la même technique, c'est-à-dire que je vais l'occuper autrement et il va se descendre petit à petit, parce que les Bradley sont super cool en vrai. Et donc je vous disais, non mais là c'est bon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, qu'ils se reproduisent finalement très très bien, puisque la première reproduction qu'on avait eue, on avait eu 31 œufs et 34 bébés, il y avait eu même des jumeaux. Donc voilà, c'est une espèce qui est assez prolifique et qui a une coloration aussi assez délirante, avec un changement ontogénique qui est malade, dans le sens où les bébés quand ils naissent ils sont quasiment noirs, hein, ils ne sont pas du tout de cette couleur là. Et en grandissant, à partir de la première, deuxième année, ils vont développer une coloration orangée comme ça, avec des zébrures plutôt jaunâtres. Mais là, sur ce spécimen, on est vraiment dans de l'extrême. Pourquoi? Parce que c'est une souche très rare de Bradley qui est hippo. Donc les parents de ce Bradley sont deux adultes hippo. Et en plus, il est porteur d'une mutation qu'on appelle Stonewatch, qui veut dire délavé, qui délave le contour des taches. Donc en fait, c'est des animaux qui ont une génétique super importante. Cette souche, elle vient à la base des États-Unis, de chez Nick Mutton. C'est la personne qui a écrit le gros bouquin The Complete Carpet Python. Et c'est un éleveur anglais qui les a fait naître. Donc voilà, bon là, ils ont été vendus ce matin. Mais la personne qui les a achetés a été super sympa de me les laisser pour cet après-midi, pour vous faire le focus sur les pythons australiens, pour que vous puissiez les voir. Parce que c'est très rare de voir du Bradley hippo. En fait, sur un Morelia Bradley, toutes les taches que vous voyez qui sont jaunes, comme ça, normalement, sont entourées de noir. Et là, il n'y en a absolument pas, ou très très peu. Voilà, et la qualité du orange sur les flancs et tout, elle est juste dingue. Donc, adultes, ils vont rester comme ça, et ça va être supra spectaculaire. Donc c'est vraiment un très très beau python. Je voulais vous le montrer absolument dans le focus australien. Donc voilà, c'est pour ça que ces Bradley là, ils étaient à un prix plus élevé que des Bradley classiques. Parce que ça n'a rien à voir avec la souche classique qu'on peut trouver. Mais voilà, c'est vraiment un bel animal. Voilà, et on va passer sur, on arrête sur le genre Morelia et on va passer sur un genre qui est endémique de l'Australie, c'est le genre Aspidites. Donc là c'est un Aspidites ramsey, donc le python de Ramsey. Alors dans le genre Aspidites, il n'y a que deux espèces, Aspidites ramsey, donc qu'on appelle aussi le woma, donc qui a une tête jaune, et Aspidites melanocephalus, donc melanocephalus comme son nom l'indique, ça veut dire à tête noire. Donc le melanocephalus, on n'en a pas à cette édition, on en avait l'année dernière. Malheureusement cette année on n'en a pas, mais en fait il a exactement le corps bandé comme ça, très, très contrasté, et la tête est noire de jet, quoi, vraiment très très noire et brillante, elle est magnifique. Et cette espèce, Aspidites melanocephalus, est beaucoup plus grande que Aspidites ramsey, puisque certains adultes peuvent atteindre pratiquement les 3 mètres, aux alentours de 2,80 m, 2,50 m, ça dépend des localités, parce que l'aire de répartition de melanocephalus est quand même vachement grande, hein, elle part de tout le nord de l'Australie pour descendre presque jusqu'au centre rouge, en passant par le Queensland. Donc chez les Wama, là on est sur des tailles beaucoup plus petites, là c'est un spécimen de l'année dernière. Bon là il prépare une mue, donc elle n'est pas aussi, non c'est un mâle. Il n'est pas aussi flashy que d'habitude, mais la tête est vraiment très orange, et en fait quand ils grandissent ils gardent ses bandes et le ventre peut être super orange, voire presque métallique, orange métallique. Et c'est des pythons qui sont très particuliers parce que c'est le seul python au monde qui n'a pas de fossettes thermosensibles. La plupart des pythons, enfin tous les pythons ont des fossettes thermosensibles, donc qui leur permettent de repérer la chaleur dans le noir complet, hein, comme une sorte de caméra infrarouge.
Et là, il n'y a pas du tout de fossettes thermosensibles chez les deux espèces d'Aspidites. C'est des animaux qui sont très, au niveau de leur alimentation, qui dans la nature ont une alimentation très variée parce qu'ils mangent aussi beaucoup de reptiles. On voit souvent des photos d'Aspidites dans la nature qui mangent des pogonas par exemple, des lézards et aussi des serpents, donc ils sont ophiophages. Donc il ne faut pas les mettre avec d'autres serpents bien sûr, parce que sinon vous n'aurez plus qu'un seul plus gros Aspidites. Et c'est assez particulier. J'en ai élevé pendant pas mal d'années et il y avait une particularité chez ce python, enfin dans le genre Aspidites que j'ai jamais vu ailleurs en fait, c'est que les Melanocéphalus ils mangeaient leurs excréments. C'est pour ça que je me dépêchais souvent d'enlever les excréments pour pas qu'ils les remangent. Parce que bon, ça leur faisait pas de mal, mais bon, je trouvais pas ça terrible. Mais c'est le seul python de ma vie que j'ai observé venir chercher et manger ses excréments. Donc, petite anecdote, pas forcément un peu scato, mais voilà. Bon. En tout cas, un python vraiment super particulier. Et à taille adulte, les Ramsei sont plus autour d'1m60, 1m70, donc c'est plutôt une petite espèce. Complètement terrestre et plutôt fouisseuse d'ailleurs. Ils sont souvent dans des terriers, ils ont même une tête qui leur un peu en forme de pelle et ils sont capables de creuser eux-mêmes pour arranger les terriers. Et ils descendent dans les terriers de mammifères pour manger les jeunes, voire les adultes selon la taille de l'espèce. Donc ça c'est vraiment, vraiment emblématique de l'Australie, les Aspidites. Et on va partir dans un autre genre, le genre Antaresia, donc anciennement des Liasis d'ailleurs, mais qui ont été renommés dans le genre Antaresia. Donc Antaresia, c'est un genre où il y avait 4 espèces. Antaresia childreni, je vais vous le montrer, on en a un. Antaresia childreni, Antaresia maculosa, on en avait un mais je crois qu'il est parti. Antaresia pertensis, qui est le plus petit python du monde, avec 50 cm à taille adulte. Et Antaresia stimsoni, donc, que je tiens en main. Donc il y avait 2 sous-espèces dans Antaresia stimsoni. Antaresia stimsoni orientalis, je vais vous en montrer un, et Antaresia stimsoni, celui-ci étant le plus rare en captivité. L'orientalis est aussi très rare en Europe, mais celui-ci, celui de l'ouest, est vraiment très très rare. On le reconnaît par rapport à ses taches bien marquées, en brun clair bordé de brun foncé. Il y a quelque chose qui ne trompe pas pour le Stimsoni, c'est cette ligne continue qui part de la tête, voilà, sur tout le premier tiers du corps. Ça c'est très fréquent chez les Stimsoni. Alors l'aire de répartition est énorme, donc en fait il y a plein de localités. Si vous allez sur des sites australiens ou des Facebook de Brian Bush par exemple, que je salue, qui est un Australien excellent, qui fait beaucoup de terrain et qui fait beaucoup de photos d'animaux dans le milieu naturel. Il y a énormément de localités différentes. Donc ceux-là, c'est les White Belt. C'est une localité vraiment rare en Europe et qu'on voit très peu souvent. Donc je suis content de vous la présenter aujourd'hui et je vais vous montrer donc pour comparer un Stimsoni orientalis. Ah bah comme crapaud, ah bah ça c'est des sortes de grenouilles Pac-Man, en plus c'est super cool parce que voilà. Donc celui-ci c'est le Stimsoni orientalis. Alors maintenant voilà, je dis Stimsoni, mais a priori il y a extrêmement récemment tous les Stimsoni ont été reclassifiés en childreni. Donc peut-être par ADN ou choses comme ça. Donc bon, moi je continue à les appeler comme ça parce qu'au moins ça nous permet de bien les différencier. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer un childreni, c'est pas du tout pareil. Donc vous voyez des yeux super orange. Ça c'est rarement le cas chez les childreni. Et une couleur comme bien orangée et des spots bien marqués. Donc ça c'est un mâle adulte qui est reproducteur. Donc vous voyez la particularité des Antaresia aussi, c'est d'être
d'être de petite taille. Donc si vous voulez un python australien qui a vraiment un super look, qui ressemble vraiment à du Iasis, vous avez les Antaresia en général qui sont vraiment super. En plus c'est des serpents qui sont vraiment costauds, sont faciles à élever et qui se reproduisent très bien en captivité. Tous ceux qui sont là bien sûr sont nés en captivité. De toute façon il n'y a pas d'export de l'Australie malheureusement, puisqu'il y a beaucoup d'éleveurs officiels en Australie qui pourraient exporter leurs animaux. Et donc je vais vous montrer le Childrenny pour comparer. Voilà, vous voyez, très sédentaire, donc apparemment de 60, 40, 40. Et voilà, les températures. Voilà, ça c'est un Antaresia Childrenny. Alors la particularité de Antaresia Childrenny, c'est que quand il est bébé, il a des taches qui sont assez marquées. Et en vieillissant, les taches s'estompent complètement. On les voit, elles sont plus fantomatiques, elles sont bien estompées. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. Et bien sûr, il y a le compte d'écailles, les écailles lauréales ne sont pas les mêmes, etc. Mais vous voyez la différence. Alors a priori, maintenant, ces deux animaux sont deux Childrenny. Mais bon, pour un vieux comme moi, ça va être dur à passer. Mais en tout cas, et donc voilà Antaresia Childrenny, Antaresia Stimsoni. Donc le Childrenny et le Maculosa sont les deux plus fréquents en captivité, bien qu'on n'en voit plus tant que ça par rapport à peut-être la fin des années 90. C'est plus aussi fréquent. Mais les plus rares bien sûr sont les deux Stimsoni et Stimsoni orientalis. Voilà, donc c'était le petit focus sur les pythons australiens et indonésiens et je vous dis à tout à l'heure 16h30, je vais vous faire une petite intervention pour vous expliquer comment choisir vos tailles de proie en fonction de l'âge et de l'espèce de python ou de boa que vous avez. Voilà, à tout à l'heure, salut les herpers.